Alors, bonsoir et bienvenue pour cette conférence en compagnie de Daniel Kem. Cette conférence est intitulée Pourquoi l'ignorance ou le mensonge cosmique? On va revenir là-dessus. Il me reste à vous faire savoir d'abord qu'il est de tradition au Centre d'Universalité de vous offrir la cassette qui correspond au premier enregistrement de la conférence à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel qui aura lieu donc vendredi prochain et qui aura pour titre Ne plus croire mais savoir. Donc la conférence se déroule en deux parties. Une première partie avec Daniel Kemp suivie d'une pause d'une demi-heure et ensuite la période de questions. Les deux parties d'une heure sont enregistrées sur cassette et les cassettes sont disponibles à la fin de chacune des parties. Il me reste également à vous faire savoir que le prochain séminaire intensif de Daniel Kemp aura lieu le 4 et 3 avril prochain. Alors ne manquez pas cette occasion et si vous voulez avoir de l'information... 4 et 5, oui. 4 et 3. C'est l'ordre à l'envers, ça. Un savant désordre. Alors, voyez Mario Gosselin, si vous voulez avoir de l'information, vous inscrire pour ce séminaire intensif donc de Daniel Kemp, 4 et 5 avril prochain. Le 27 avril, c'est-tu fini, là? Les interférences astrales. Oh, c'est gentil. Oui, ok. Ça n'a pas d'importance. Mario Gosselin, c'est son affaire, ça, qui s'occupe de ça. Le symposium, lui, ça devrait être aux alentours du 27 avril, c'est ça? Correct. Et pour ce qui est du livre de Daniel Kemp, vous pourrez vous le procurer à la pause et il se fera un plaisir de vous le dédicacer. Voilà, alors donc ce soir, c'est Pourquoi l'ignorance ou le mensonge cosmique? Il y a quelqu'un qui disait il y a assez d'ignorance dans le monde pour ce que nous sommes capables de supporter. C'est d'ailleurs Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait également quelle dose de vérité supportez-vous? Alors ce qu'on va demander ce soir à Daniel, à savoir s'il y a de la vérité dans le mensonge cosmique. Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors ce soir, le thème c'est pourquoi l'ignorance? On ne s'est jamais posé cette question-là. Au fait, pourquoi il y avait tant d'ignorance? Ou le mensonge cosmique? Veux-tu nous d'abord peut-être commencer, nous développer ton concept du mensonge cosmique? C'est-à-dire que je peux te parler d'un concept, de plusieurs concepts, et je peux aussi te parler du mensonge cosmique. Bon, parle-nous donc du mensonge cosmique alors. Le premier mensonge cosmique, disons, sur lequel on pourrait élaborer, c'est l'autorité. Et l'autorité chez l'être ancien, donc chez l'humain, se définit, s'accepte et se transmet de différentes façons. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai décidé de faire une conférence habillée un peu comme tout le monde. Je parle du vrai monde. Étant donné que ce que j'aurai à dire du mensonge cosmique doit souvent rester dans le mensonge pour la majorité, je ne pouvais pas me permettre d'appuyer avec trop d'autorité ce qui peut être dit. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité est la faculté qu'a l'être ancien d'accepter, parce qu'il y a une dose d'énergie plus puissante que la sienne, ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est l'autorité. Cela veut dire que lorsqu'une personne sort une courroie pour frapper un enfant, il a de l'autorité face à l'enfant. Lorsqu'une personne, lorsqu'un patron vous signe un chèque de paye et il vous donne des ordres, il a de l'autorité. Lorsqu'une personne porte un uniforme particulier et vient donner certains ordres, il a de l'autorité. Cet uniforme peut être un uniforme de police, de prêtre, de gourou, de juge, de militaire, de médecin. Il a de l'autorité. Chaque fois qu'un être accrédite quelqu'un d'autre avant même de le rencontrer, il lui donne de l'autorité. Et cette autorité fait partie du plus gros vacarme du mensonge cosmique. Le fait que moi, je sois sur une scène, même si elle a 2 pieds de haut, m'attribue déjà de l'autorité. Autorité que je peux avoir et que je peux ne pas avoir.
Mais normalement, le public, lorsqu'une personne parle devant une masse, lui donne automatiquement de l'autorité. Cette autorité vient du fait que parce qu'il parle devant une masse, l'être étant collectif se dit, si la masse le laisse parler, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Ou du moins, c'est qu'il a la permission collective, donc il a de l'autorité. Le mensonge cosmique, ou pourquoi l'ignorance, chez l'être humain, c'est un mécanisme qu'on ne peut pas dévoiler totalement, pour l'instant. Pour la simple raison que cette ignorance, elle a une raison d'être, et que ce mensonge cosmique, il a une raison d'être. L'être humain ne construit pas un monde d'illusions, géré par ce mensonge cosmique, pour rien. Tu as peut-être des questions, je t'ai vu barbouiller. Ben oui, c'est que tu mentionnais toutes sortes d'uniformes. Moi, je mentionnais ici, pendant que tu parlais, les uniformes sacerdotaux, et puis, en dehors que ça peut servir d'auto, doit servir à autre chose aussi. L'infaillibilité papale ou pontificale, c'est une forme d'autorité aussi, ça? Est-ce qu'elle fait partie de ce mensonge cosmique? C'est peut-être un peu raide comme question, mais... Non, c'est la réponse qui peut plutôt être raide, pas la question. Oui, l'autorité papale fait partie du mensonge cosmique. Comme l'autorité de n'importe quel gouvernement organisé fait partie du mensonge cosmique. Comme l'autorité de n'importe quelle personne, psychiatre, psychologue, médecin, ingénieur, mécanicien, fait partie du mensonge cosmique. Donc tout ce qui est à l'extérieur en tant qu'autorité n'est pas une autorité pour toi. Non, ce n'est pas une autorité pour moi et ce ne devrait pas être une autorité pour personne. Donc moi, je ne devrais pas être une autorité pour personne. Parce que si je deviens une autorité, cela veut dire que j'ai la faculté, parce qu'on me la donne, de pouvoir raisonner à la place des autres. Lorsque moi je dis, je me rappelle une fois lorsque j'étais à l'école, en biologie, j'étais celui qui faisait en 6e année le plus de mauvais coups, mais hypocrite, c'est-à-dire qu'on me repérait pas. Et le professeur, je l'ai retrouvé en secondaire 5 en français. Donc, il enseignait maintenant le français. Et il se rappelait de moi parce que j'avais évidemment transparu relativement bien dans sa classe, mais il ne savait pas pourquoi il se rappelait de moi. Alors, il m'a chouchouté en français, en secondaire 5. Et un de mes amis a découvert rapidement la puissance de l'assujettissement au chouchoutage, parce que lorsque lui corrigeait mes dictées, alors il levait la main, il demandait au professeur, tel mot écrit comme ça, est-ce que c'est bon? Le professeur disait non. Alors lui disait, oui, mais c'est Kem qui l'a écrit. Alors le prof disait, ah, c'est correct. Et ça, c'est sérieux. Alors, l'autorité, il dépend surtout de ce que l'extérieur donne. Alors, le prof avait décidé, le prof étant pogné avec moi, lui n'avait pas d'autorité pour moi, mais en fin de compte, il était obligé, de par le fait qu'il me vantait régulièrement par rapport aux autres, d'accréditer à peu près tout ce que je faisais. Donc l'autorité est installée sur le crédit qu'on accorde à de l'impression. C'est ça. Okay. Et c'est pourquoi j'ai changé l'impression ce soir, Okay. pour atténuer relativement le degré d'autorité que cette conférence sur le mensonge cosmique pourrait donner. Alors, si tu n'accordes pas de valeur ou d'autorité à l'extérieur, c'est quoi ton centre de référence? Moi. Mon centre de référence, c'est moi. Alors, certaines personnes vont dire, ouais, donc, il se prend pour le nombril du monde. Ben, effectivement, si personne daigne bien se prendre pour son propre nombril, il faudra bien qu'il en trouve un quelque part. Ça va de soi. Si la planète Terre n'est pas le centre de la planète Terre, il faudra donc que quelque chose un jour soit le centre. Est-ce que je suis le nombril de François? Peut-être pas, mais je suis le mien. Je suis peut-être le nombril de beaucoup de monde. Et ça, c'est une farce. Ça fait partie du mensonge cosmique. Si on parle, par exemple, du Nazaréen, est-ce qu'il est pour moi une autorité? Non. Si on parle du comte de Saint-Germain, est-ce qu'il est pour moi une autorité? Non. Et si on me parle du mécanicien du coin, est-ce qu'il est pour moi une autorité? Non plus. Est-ce que cela veut dire que je crache sur le mécanicien, sur le Nazaréen ou sur le comte? Non. Et ça, c'est une chose. Dans la majorité des psychologies ou des consciences limitées de l'être ancien, lorsqu'il n'est pas pour, il est contre. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas pour,
Il s'imagine automatiquement qu'il est contre. Une autorité, cela veut dire que j'accepte que quelqu'un d'autre vienne parler ou vienne penser à ma place. C'est ça une autorité. Si j'accepte de discuter avec quelqu'un et que celui-ci dit des choses intelligentes, des choses qui sont en relation avec la réalité, et que ces choses, ce qu'il va dire, suscitent chez moi une résonance vibratoire, c'est-à-dire que je découvre en même temps qu'il parle la même intelligence que lui, ce n'est pas une autorité, mais il a raison. Pourquoi ce n'est pas une autorité? Parce qu'en même temps que lui, je découvre moi aussi. Donc, moi-même, je le vis. C'est grâce à lui, parfait. Il devient donc un outil, non pas une autorité. Et moi, je le découvre, donc je le vis, donc je l'accrédite, donc ça m'appartient. Je reste centré sur ce que j'ai au niveau de ma conscience. Ça répond? Mais est-ce que si tu es attentif à ce qui parle en toi, Oh, ça ne parle pas en moi. à ce qui pense en toi, Wow. à ce qui communique avec toi, est-ce que c'est une forme de science infuse, ton centre de référence? C'est plutôt une science fuse. Mon centre de référence, premièrement, on prend un terme, disons, qui n'est pas approprié pour définir ce qui va se passer chez moi, exactement. Ce n'est pas un centre de référence parce qu'il n'y a rien de centré chez moi et il n'y a rien non plus de référence chez moi. On pourrait plutôt dire que la référence est ce qui va même être communiqué. Donc, ce qui est communiqué n'est pas communiqué à partir d'une référence particulière pour lui permettre la communication, mais la référence est la chose même qui est communiquée. Donc, elle se réfère, elle, à elle-même. Ce qui fait que ce que je vais dire ne peut être adéquat et bon, pas besoin d'écrire, je laisse la parole, que dans un laps de temps immédiat et particulier, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire référence à quoi que ce soit. Si tu veux des exemples, je devrais faire référence pour essayer de trouver des exemples qui vont servir de référence pour toi, mais pas pour ce que j'ai à dire. Ça veut dire que tu n'identifies pas l'origine de ton savoir. Exactement. Par contre, je suis capable de vibrer en résonance ou en dissonance avec ce qui va être communiqué, donc avec ce savoir, ce qui me permet facilement de discerner, disons, un savoir relié au mensonge cosmique, donc à l'expérience planétaire, qui tend à recréer de l'expérience, et à une inexpérience extraplanétaire qui se fout royalement d'être mémorisée, ou non? Donc ça prend au départ, si on n'identifie pas formellement l'origine de ce savoir, ça prend du discernement pour être bien certain que l'information que tu véhicules, au départ, toi, à la source, tu dois avoir suffisamment de discernement pour savoir si elle fait partie du mensonge cosmique ou d'une réalité dans laquelle il n'y aurait pas de mensonge. C'est quoi ta notion de la vérité et du mensonge? Bon, la vérité et le mensonge, c'est la même notion pour moi. Disons que la réalité et le reste, c'est autre chose. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si ce que tu vas exprimer, faire, créer, fait partie du mensonge cosmique ou non. Parce que de toute façon, l'être humain évolutif est englobé par ce mensonge cosmique. Alors, ce qui fait que ce que je vais dire peut être une autre coloration de ce mensonge cosmique, plus appropriée peut-être, plus élaborée peut-être, plus subtile peut-être, mais peut-être aussi moins mensongère. Mais ce n'est pas important pour moi de savoir si c'est tout à fait une réalité inécologique ou un mensonge, encore une fois, adapté à l'écologie planétaire. Ce qui fait qu'une chose que je vais dire peut planétairement être une réalité, tandis que cosmiquement peut encore faire partie du mensonge. Alors ce n'est pas important pour moi de dire « j'ai la vérité » parce que je n'ai pas la vérité. De toute façon, je ne peux avoir la vérité qu'à l'intérieur d'un cadre où je ne m'exprime plus. Je parle de vérité pour, disons, rallier la majorité au niveau de la terminologie, mais c'est surtout de la réalité. À l'instant même où je communique cette réalité, elle sera interprétée et déformée aussi par les véhicules de communication, qui vont être l'air en ce qui concerne la parole, qui vont être le système auriculaire, donc électrique en ce qui concerne la biologie de ceux qui vont capter, qui va être aussi le filtre de toute leur expérience, leur filtre de leur centre de référence, ce qui fait qu'en fin de compte, je vais dire, il fait beau, alors tout le monde ici va avoir une connotation différente de ce que j'ai dit, ce qui fait que cette réalité ou vérité ne peut pas être exprimée. De toute façon, elle peut être vécue par un être humain. À l'instant même où il l'exprime, il fait partie du mensonge cosmique, parce qu'il doit se servir d'une forme pour communiquer une chose informelle.
Se servant d'une forme, cette forme va servir à énergiser, c'est-à-dire à susciter chez ceux qui vont capter la forme des mécanismes. Et selon leur faculté d'être suscités par la forme, ils auront une résonance différente de celui qui a résonné la forme. Donc le mensonge cosmique, il est dans la forme, non pas dans l'énergie de la forme. Mais Exactement. ce qu'il faut réussir. Ceci Oui. fait partie de la réalité, mais c'est aussi du mensonge cosmique lorsqu'il est perçu. Dans sa phase initiale comme celle-ci, il est la réalité pure. À l'instant même où on a quelque chose qui est capable de le percevoir et qui est capable de se rappeler qu'il le perçoit pour en avoir une perception continuelle au niveau de sa conscience, ça fait partie du mensonge cosmique. Parce que ce qu'il perçoit est une forme d'une énergie similaire à tout le reste, mais qui a maintenant une délimitation formelle, terrestrifiée, qui crée ce mensonge cosmique. On vit dans un monde de formes. Oui. On a nous-mêmes une forme et le monde entier est une forme. Ce que les hindous appellent la Maya, est-ce que c'est leur terme à eux pour signifier l'illusion? C'est ça. Bon, tu as parlé de l'autorité comme étant une des formes de manifestation du mensonge cosmique et aussi la forme que prenait cette autorité à travers différents déguisements de puissance. Là. Maintenant, quelle forme pourrait prendre ce mensonge cosmique? Comment pourrais-tu l'identifier au niveau psychologique? D'état psychologique, c'est quoi du mensonge cosmique? Comment il se manifeste psychologiquement? Le mensonge cosmique se manifeste dans la certitude que ce que nous avons en mémoire et de ce que nous captons est l'authenticité même, inchangeable et immuable. Alors, c'est là que va se manifester en majorité ce mensonge cosmique. Dans le fait que mon expérience mémorielle devient pour moi critère de référence pour découvrir le monde, même si le monde est nouveau et change, je me réfère continuellement à un monde passé dans mes mémoires, alors automatiquement, je suis déjà assujetti totalement à ce mensonge cosmique, parce que j'interdis même aux autres de changer au nom du fait que je sais comment ils sont. Mais je ne sais plus comment ils sont parce qu'ils changent. Mais ayant accréditant d'une façon majeure mon expérience mémorielle et ce que je perçois. Alors je vais dire, ça ici c'est Bourgogne. Ah ben non, ça c'est brun. Ça dépend de nos yeux, ça dépend de notre cortex cérébral, ça dépend de nos références mémorielles, ça dépend des mots qu'on a appris à assujettir à tel genre de perception. Mais étant donné que l'être humain se prend au sérieux, totalement au sérieux, c'est-à-dire qu'il trippe sur ce qu'il vit. C'est ça, se prendre au sérieux. Quand on se demande c'est quoi se prendre au sérieux, c'est simplement de vivre des émotions par rapport à ce que l'on fait. C'est simplement de jouir de ce que l'on fait. Donc, lorsqu'on trippe sur quelque chose, on se prend au sérieux. Et lorsqu'on trippe, pour prendre un terme qui est relativement québécois, qui devrait même être accepté en français parce qu'il définit des choses que l'antique langue française ne pouvait définir parce qu'elle n'avait pas la conscience pour la connaître, lorsqu'un être humain trippe sur quelque chose, lorsqu'il jouit de la vie, lorsqu'il aime quelque chose, lorsqu'il prend plaisir à quelque chose, il se prend au sérieux. Parce qu'on n'a qu'à lui ôter ce qui le fait plaisir, ce qui le fait triper, et automatiquement il tombe à l'inverse, c'est-à-dire qu'il tombe dans une décadence émotive. Le trip, c'est se prendre au sérieux. La forme, elle ne dérange rien. À l'instant où un être, quel qu'il soit, et un être qui s'identifie à lui, donc un être qui a comme processus de référence pour connaître le monde actuel, tout le monde passé qu'il a connu, une chose devient illusoire. Donc, la mémoire, c'est la forme qui véhicule le mensonge cosmique chez l'homme. Disons qu'il l'entretient. Oui, c'est mieux entretenir que véhiculer. Maintenant, est-ce que tu fais une différence entre mensonge planétaire et mensonge cosmique? Oui, oui, on peut. Le mensonge cosmique et tous les mécanismes qui vont régir, ce sont les paramètres de l'évolution des êtres humains, d'une race humaine. Tandis que le mensonge planétaire est un mensonge généré par l'être humain qui évolue à travers les limites léguées par le mensonge cosmique. Lorsque l'être humain attache de l'importance à une automobile, lorsque l'être humain attache de l'importance à rester en vie, cela fait partie du mensonge planétaire, c'est-à-dire que cela fait partie de ce qui naît de l'évolution de l'homme. Cela ne fait pas partie des plans qui régissent l'évolution de l'homme. Ces plans vont être intégrés au niveau du mensonge cosmique. Le mensonge cosmique par le fait même que cela va regarder toute la constitution évolutive, toute la création du contexte
expérientiel de l'être humain sur la Terre, tandis que le mensonge planétaire, le mensonge terrestre, fait partie de l'illusion égoïque des nations, des dirigeants des nations, des savants, des médecins, des pauvres, des riches, des rois, des paysans. Cela fait partie du mensonge planétaire. La chevalerie fait partie du mensonge planétaire. Les religions font partie du mensonge cosmique. Disons, les forces militaires font partie du mensonge terrestre. Les forces gouvernementales font partie du mensonge terrestre. Les forces scientifiques font partie du mensonge terrestre. Alors, il y a différentes choses. Par exemple, les forces, la loi du karma fait partie du mensonge cosmique. Les mécanismes disons, d'incarnation, réincarnation, etc., font partie du mensonge cosmique. Les mécanismes d'autorité font partie du mensonge cosmique. Les mécanismes d'imbrication de la forme, de perturbation par la forme, de visualisation de la forme font partie du mensonge cosmique. Ce sont des paramètres légués à l'humain, par l'humain, avant que l'humain devienne humain, pour que celui-ci apprenne à connaître la matière, pour venir ensuite instruire ce qui n'a pas la faculté de connaître la matière, les énergies que l'homme appelle les énergies divines. Et tout cela fait partie du mensonge cosmique. La première grande farce cosmique qui maintenant peut être révélée, d'ailleurs qui a déjà été révélée de temps en temps par un Melchisédek, par Abraham, par le Nazaréen, par Christian Rosenkreuz, porté le nom énergétique de l'époque, a été donc ce premier mensonge cosmique qui n'est pas nécessairement compréhensible par tout le monde. Et c'est de toute façon un des ajustements que moi je me plais de faire ce soir, c'est que beaucoup de choses que je vais dire ne pourront même pas être retenues, ne pourront même pas être comprises par certaines personnes qui pourraient être légèrement bouleversées par ce qu'ils pourraient entendre. Et l'un des mensonges cosmiques les plus vulgaires mais les plus utiles est celui des dieux. Celui des dieux et celui des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la facette la plus grande du mensonge cosmique. C'est la facette la plus orchestrée de l'empêchement de l'être humain de fuir l'endroit expérientiel qu'il s'est lui-même donné, la Terre. À travers l'expression de ce mensonge cosmique, on va avoir les extraterrestres dans des véhicules vitaux ou physiques qui peuvent avoir la formidable fonction de venir sauver certains êtres humains à partir du mensonge cosmique. C'est les êtres humains qui vont sauver les extraterrestres. On peut aussi avoir une expression typique, celle des dieux, conçus par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme et placés dans un endroit appelé ciel, la mémoire expérientielle planétaire. Et là, on aura donc des êtres humains qui vont passer leur génération à essayer de servir ce qu'ils ont créé eux-mêmes. On a aussi la formidable apparition de Satan, qui fait partie du mensonge cosmique, au niveau de la compréhension permise chez l'être ancien. L'autorité, c'est la première facette d'expression majeure du mensonge cosmique, et cette autorité devra, et elle va, de plus en plus tendre à disparaître pour permettre à chaque être humain de s'individualiser dans sa propre autorité. Et lorsque l'être humain s'individualise dans sa propre autorité et qu'il ne se prend pas au sérieux, il ne pense pas avoir raison et il se fout de toute façon carrément d'avoir raison ou tort. C'est exactement comme si vous prenez un crayon, vous faites un dessin. Et là, vous dites à quelqu'un, est-ce que c'est beau? C'est là le problème. Premier mensonge cosmique. On a besoin de l'autorité dans l'art du dessin d'un autre pour savoir si ce que nous avons fait est beau. Exactement comme si Dieu descendait sur la terre à un moment donné, demandait à un homme ou à une femme, j'ai créé tel genre de plante, trouvez-vous ça beau? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, hey, t'es Dieu, c'est sûr, c'est beau. Est-ce qu'on dit, il n'y a jamais un être humain normal qui va aller dire à Dieu, non, t'as manqué ton coup ce coup-là. Non, tu sais, le crapaud galeux, non, pas fort. Les maringouins, les orties, tout ça. C'est ça. Alors, c'est le même phénomène. Lorsqu'un être humain ose prendre un papier avec un dessin dessus pour le montrer à quelqu'un, lui demandant si c'est beau, c'est ce qu'il fait.
Et l'autre, se prenant au sérieux, va penser avoir l'autorité pour décider s'il est beau ou non. C'est le problème. Mais c'est normal. C'est normal, parce que l'être humain n'ayant pas, dans l'Antiquité d'ailleurs, aujourd'hui c'est un peu comme ça, mais ça tend à s'échapper, la faculté de pouvoir se prendre en main, la faculté de pouvoir s'ordonner en collaboration avec l'extérieur. Ce que l'être humain n'avait pas et n'a pas encore. Alors, ne l'ayant pas, cette faculté écologique de comprendre l'importance de l'extérieur dans lequel lui vit, dans l'Antiquité, les êtres humains se massacraient entre eux, se volaient, se tuaient, se pillaient, massacraient tout ce qu'ils pouvaient trouver. À l'instant même où ça leur faisait plaisir, on y allait. Alors, le mensonge cosmique de l'autorité, c'est-à-dire l'énergie qui apparaît supérieure à l'expression connue de l'homme, c'est important, à l'expression connue, parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pensez. Mais ne le sachant pas, vous ne l'exprimez pas. L'être humain est un peu comme l'immense géant qui a passé sa vie à broder et à coudre à la main. Lorsqu'un jour il sort de chez lui avec sa petite mère, celle-ci se fait voler, elle se fait attaquer. Et le gros, lui, ne sait pas quoi faire. Et lorsque le petit voleur approche puis lui dit « Recule, poussière, avant que je te renifle », alors le gros, pris de panique, se sauve. C'est ce qu'on fait avec les chevaux, avec les éléphants. L'être humain est petit, mais il peut dompter un cheval, qui musculairement parlant pourrait se nourrir de l'être humain. Alors, notre géant, c'est l'être humain. Il a une puissance, mais lui ne le sait pas. Parce qu'il n'a aucune idée de ce que son poing peut faire dans le visage d'un petit. Il n'a aucune idée de ce qu'il peut lever. Il sait qu'il peut tenir une aiguille, il peut prendre un tissu, une toile, il peut broder. Ça, il le sait. Mais il ne sait pas plus. Lorsque cet être humain un jour découvre sa puissance, ça fait partie un peu de l'être transitif. Alors, lorsqu'un jour il se retourne et frappe par inadvertance son agresseur, quelques mois plus tard, et qu'il l'assomme raide, alors là, il commence à se gonfler. Eh, tabarnouche, un instant, mais si je me connaîtrais, je me ferais peur. Alors il commence à déambuler partout et là maintenant veut qu'on sache qu'il est puissant. Alors là, il détruit. Alors il s'en va tout fier de sa puissance. Jusqu'un jour où on est obligé parce que l'être humain le demande, ce bonhomme fier le demande, jusqu'au jour où on est obligé de lui envoyer quelqu'un pour le planter. De façon à ce qu'il apprenne, tu as de la puissance. Mais le cave, sers-toi-en d'une façon écologique. Les êtres anciens recherchent donc des pouvoirs. Ils recherchent ce qui pourrait leur donner de l'autorité. On veut être vedette de cinéma, on veut être n'importe quoi et en même temps on a peur. Parce que cette autorité, elle est toujours bafouée à un moment donné par quelqu'un d'autre. On a eu à l'époque des westerns, on a eu des tireurs d'élite qui mouraient toujours sous les balles d'un tireur plus rapide. On a nos Olympiques. Alors en 1919, on battait un record de marathon qui aujourd'hui est battu depuis 30, 40 ans. Et à chaque Olympique, on grimpe. Simplement parce que l'être humain qui arrive à avoir de l'autorité avec son ego doit apprendre que cette autorité ne vaut rien. Mais en attendant, l'être humain qui continuait à s'entre-déchirer a dû être coordonné par un être qui avait la faculté de coordonner, par un être humain, un homme ou une femme, plus souvent qu'autrement des hommes à cette époque, l'époque que nous connaissons, l'époque de la race ésotérique blanche, parce qu'avant ça, c'était la femme qui dominait. On avait le matriarcat et les sorcières. Et à un moment donné, le patriarcat a été instauré ici, surtout à partir des continents indo-européens. Mais ça, c'est autre chose. Ça fait un peu partie du mensonge cosmique. Et lorsque certains êtres ont pu donner de l'autorité, il fallait que cette autorité, pour être accréditée par la masse, soit autorisée par quelque chose qui ferait peur à la masse. Alors donc, Dieu devait être le messager d'autorité pour les hommes. Et les hommes qui ont eu l'autorité dans les débuts des temps historiques ont tous été des prêtres, à part le mage Merlin et quelques autres exceptions. Ils ont tous été des prêtres parce que reliés à Dieu. Et c'est même ces prêtres et ces papes
qui ont dû couronner des rois. Jusqu'au temps où l'antipode a commencé à se dessiner, et c'est la science qui a commencé à couronner ces rois. Mais une autorité pareille. L'autorité devait être transmise surtout par la faculté d'organiser le peuple, soit en donnant des facilités matérielles à ce peuple, en créant un peuple industriel. Et cette autorité d'époque tend à disparaître. Pour être remplacée par une synarchie? Non. Par une monarchie? Peut-être. Tandis que la majorité des êtres humains libéral vise une synarchie, un gouvernement réglé par la base, par le peuple. La solution est vers une monarchie, un gouvernement réglé par un monarque. Mais hélas, encore une fois, cela fait partie du mensonge cosmique. C'est que l'être humain s'attend à rencontrer un monarque qui aura une poigne de fer. Et la majorité des personnes qui connaissent les prophéties du grand monarque, qui viendrait de la rue, non, de la ville de Reims, ou Reims. Là, je divague un peu. Que ce grand monarque aurait une poigne de fer. Que ce grand monarque aurait des armées pour rallier les peuples. Et quand j'écoute ces prophéties, soit données par une agglomération de prophéties, données par, disons, Michel de Nostradame, Edgar Cayce, etc., un paquet de prophètes, ce qui est amusant, c'est que le peuple envisage ce grand monarque de la même façon que les pauvres zélotes envisageaient un roi juif. Et ce qui me fait rire surtout, c'est qu'effectivement, le roi des Juifs est apparu d'une façon inattendue, et il a fait quelque chose d'inattendu, contre même ceux qui l'attendaient. Et c'est un peu ce qui peut arriver au niveau du monarque. Il n'aura pas l'autorité, parce qu'aucune forme d'intelligence ne vient apposer d'autorité chez l'être humain. L'être humain, régi par ce mensonge cosmique d'autorité, tout ce qu'il ne peut expliquer, si cela est expliqué par quelqu'un d'autre, l'autre a automatiquement de l'autorité parce qu'il a la faculté de répondre à des questions insécurisantes pour celui qui se les pose. Une forme de réponse à des questions, la guérison des maladies, crée de l'autorité. Et c'est pourquoi la médecine, même sans miracle, a eu cette autorité. Qu'elle se sert un peu. L'autorité, c'est une des premières formes du mensonge cosmique qui va tendre à disparaître pour la simple raison que l'être humain doit arriver à personnaliser son énergie mentale, c'est-à-dire que l'être humain doit arriver à s'individualiser dans sa conscience. Cela veut dire que l'être humain est capable de prendre des données à l'extérieur de lui, mais il se fera de lui-même une opinion. C'est facile à dire en mots, mais on doit commencer par la forme des mots. Tu scribouilles, il faudrait que tu demandes un autre papier, je pense. Oui, c'est plein là. Ouais. J'essaie d'abord de te résumer un peu. D'après ce que tu dis, d'après ce que je comprends, en tout cas, le mensonge cosmique est engendré par les créateurs de la forme, les dieux, les hiérarchies cosmiques célestes, etc. Est-ce que le mensonge planétaire, lui, il est perpétué par les utilisateurs de la forme, c'est-à-dire nous autres, les humains, à la recherche d'autorité ou de pouvoir? C'est-à-dire que regarde bien l'être humain, je ne serai pas long, il y a un mensonge cosmique qui existe, l'être humain essayant toujours de recréer sur la Terre ce qui existe dans le cosmos, c'est créer son propre mensonge à lui en plus. À l'image de celui des dieux. À l'image du mensonge, exactement, à l'image du mensonge Mais des dieux. ce que je voudrais comprendre, savoir, c'est pourquoi ce mensonge cosmique? Est-ce que ce n'est pas finalement dans le but de nous libérer de quelque chose, de la matière ou de l'illusion que... Non. Non. Pourquoi le mensonge cosmique? C'est une question vache, puis c'est une vache de questions. C'est la question d'ailleurs que tout le monde se pose. Pourquoi j'ignore? Pourquoi l'ignorance?
Alors, je ne spéculerai pas, je ne philosopherai pas sur le pourquoi. On va répondre à ce pourquoi. On peut la poser autrement. Se libérer de la forme, est-ce que ça ne revient pas à contester la forme ou à contester les dieux? C'est que se libérer de la perception qu'on a de la forme. C'est de ça qu'on doit se libérer, pas de la forme. La forme, on en a encore besoin. Mais on doit se libérer de l'importance qu'on attache à la forme, de l'authenticité qu'on attache à la forme. Parce qu'on voit l'ombre d'une bâtisse, on se dit, mais merde, quel genre de bâtisse que c'est donc laid, il n'y a même pas de porte. Et tandis que la bâtisse à 3 dimensions, elle est debout et elle n'est pas ce que l'on regarde. Et c'est là le problème, c'est qu'on accrédite la forme. On ne doit pas se détacher, se débarrasser de la forme. Ce n'est pas le temps. Savez-vous combien de milliards, de trillions d'années que dans le temps terrestre, les énergies ont perdu en temps pour arriver à créer ce monde de forme? Alors, il n'y a aucune énergie intelligente qui va permettre à l'homme de se détacher de la forme. L'être qui se détache de la forme, le pauvre imbécile qui s'imagine qu'en laissant son corps pourrir, qu'en ne mangeant plus, qu'en se mortifiant les chairs, se détache de la forme, un instant, mais pour se mortifier la chair avec un clou, il a besoin du clou. Il s'attache à la forme, mais à une autre forme. Celui qui offre à des dieux des trucs matériels a besoin de la forme. Celui qui de toute façon reste vivant a besoin de la forme. Et c'est d'ailleurs pourquoi que du monde des morts, la majorité des entités, gourous, maîtres ou simplement parents, arrière-parents, etc., viennent visiter les vivants parce qu'ils recherchent la forme, le corps physique des vivants. Ils ont besoin de la forme. Parce que sans forme, il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution possible et il n'y a pas de libération possible. Parce que l'être humain se libère de son vivant et non pas d'une fois qu'il est mort. Lorsqu'il est mort, il se passe des choses dans un monde qui fait partie du mensonge cosmique. Puis encore bien plus parce qu'il manque la forme. Alors l'être mort s'imagine il peut traverser des murs. Mais lorsqu'il veut goûter un gâteau, il traverse un gâteau aussi. Alors il souffre en vache, bien plus que celui qui peut prendre la porte, qui au moins peut sortir et goûter au gâteau. Ça paraît imbécile. Mais on a souvent dit, et ça c'est un mécanisme tout à fait anti-évolutif, celui de vouloir se détacher de la forme. On dit que notre corps physique nous limite. C'est faux. Le corps physique est limité dans son expression dans le domaine de la matière. Mais il ne vous limite pas. C'est une extension. Il vous permet des choses. Il vous permet en outre de vous servir de sens. Oh, il y en a 6, 7, 8. 5 pour certains. Ces sens. Et ce corps physique permet donc à l'ego d'expérimenter, d'apprendre, de sentir, de vivre. Et on s'imagine que pas de corps physique, on est mieux. Mais ça c'est tout à fait... Ça fait partie du mensonge qui est cosmique, mais donc on a deux plans de mensonge. Mais c'est compliqué. Bon, c'est quoi la question? Pourquoi le mensonge cosmique? Ouais, ok, vas-y. Bon. C'est ça. C'est parce que c'est pour... Surtout que quand je parle, je découvre des choses. Alors des fois, je m'en vais me faire des conférences. Puis, Est-ce que tu es obligé de te censurer quand tu découvres quelque chose? Des fois, oui. C'est plate. Bon. Alors on ne censurera pas trop. J'ai déjà expliqué dans certaines conférences antérieures que l'être humain avait une fonction au niveau cosmique. L'être humain, il a comme fonction, et ce n'est pas une mission, c'est une fonction, c'est-à-dire qu'il est là pour quelque chose. Il n'est pas là pour qu'il se pense à être là pour quelque chose, il est là pour quelque chose. L'air, il a une fonction, les plantes ont une fonction, les animaux ont une fonction, et ça, dans un cadre fonctionnel, dans un cadre qu'on peut appeler écosystème, ça crée des mécanismes de relation qui permettent à l'ensemble de coexister tout le temps. Donc, c'est une fonction. La fonction du maringouin n'est pas de piquer l'homme. Il pique l'homme pour pouvoir se procréer. La fonction du maringouin est de nourrir les oiseaux et les poissons. La fonction des poissons et des oiseaux est de faire autre chose. Et le maringouin aussi a une fonction biologique chez les animaux en leur retirant suffisamment de sang chez certains animaux qui ont besoin d'avoir des saignées de temps en temps. Aujourd'hui, on donne du sang de temps en temps, ce qui fait que ça règle un peu le problème. Les fonctions du maringouin, là aussi, disons que c'est un jeu de la nature pour permettre à des forces évolutives, expérientielles, de s'amuser un peu aussi avec l'être humain. Mais lorsque l'être humain se constitue une cité, certaines choses disparaissent automatiquement, parce que l'être humain se constitue une cité, accumule suffisamment d'énergie pour faire fuir ce genre de bestioles. Pourquoi le mensonge cosmique? Simplement pour obliger l'être humain, pour obliger, disons, l'essence même, pour obliger la parcelle d'énergie espritique
ou est spirituel, pour obliger la parcelle de votre esprit, qui présentement a été densifiée à un point tel de pouvoir s'incorporer à un corps matériel, qui est aussi de l'esprit densifié, mais avant votre apparition, pour ce mensonge cosmique, pour vous obliger, vous autres, à rester sur la Terre et à vivre une expérience qui s'avère être salutaire pour le reste de ce que l'être humain peut envisager comme univers. Le rôle de l'homme, la fonction de l'homme, je l'ai déjà dit, c'est d'empêcher, c'est de bloquer, c'est d'arrêter l'évolution extensive de l'univers, c'est-à-dire que le rôle de l'homme, c'est de détruire l'univers. Et c'est le mensonge cosmique, c'est parce que si vous seriez ça, vous refuseriez de faire ça. Alors, pour que vous le fassiez sans le savoir, tant que vous n'aurez pas l'énergie mentale d'arriver à comprendre ce que vous devez faire, ce que vous faites de toute façon, et le pourquoi vous le faites de façon à ce que vous puissiez mieux le faire, vous allez être régi par ce mensonge cosmique. Et on verra selon les questions de François, mais de toute façon, chaque chose enseignée à l'être humain, chaque mouvement pacifique vise à arriver à cette finalisation du plan cosmique, la cessation ou la destruction de ce que l'homme considère comme univers. Et évidemment, j'emploie des mots qui sont là pour brasser un peu, destruction, tandis que l'homme a toujours eu l'illusion qu'il devait non pas détruire, mais préserver l'univers. Non. L'être humain doit préserver son cadre d'expérience. L'être humain doit préserver sa planète Terre, tant qu'il en aura besoin. Mais lorsque l'être humain en aura plus besoin, mais ce ne sera pas les êtres humains comme vous êtes là, alors il va évidemment se permettre de la démolir. Au même titre que qu'est-ce que c'est l'être humain lorsqu'il vient au monde? Quelle est la fonction d'un enfant? L'enfant a pour fonction de se tuer. Eh oui. L'enfant a pour fonction de détruire l'enfant. Chaque enfant qui vient au monde a une seule fonction, celle de détruire l'enfance. Et à son insu, il le réussit très bien, il devient adulte. Et il n'y a plus d'enfant chez lui. Il y a d'autres enfants qui naissent qui auront aussi la formidable fonction de détruire l'enfance, de devenir des adultes. Là, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ah oui, c'est pour ça que je le dis. OK. Il s'agit pour nous dans ton exemple, de mourir à l'enfance ou de mourir à l'univers. Parce que je me voyais mal en train de détruire des milliards de galaxies, etc. Oui, parce que si on se voit comme la guerre des étoiles ou comme je ne sais quoi avec des appareils pour détruire l'univers, non, on ne détruit pas l'univers. D'ailleurs, de toute façon, on le sait, dans cet univers, rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, on ne peut pas transformer la matière et appeler ça destruction de l'univers d'une façon cosmique. D'une façon cosmique, la destruction de l'univers, c'est la résorption du temps et de l'espace. Alors, ça n'a rien à voir avec une transformation moléculaire. Mais est-ce que c'est entre les mains de l'homme, ça? Ben, pas de l'être humain, mais de l'homme, oui. De l'être de l'homme et de la femme, mais pas de l'être humain. C'est entre les mains de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler une chose, elle se doit d'être bloquée. Alors, l'être humain, il est sur le contexte planétaire de façon à expérimenter, à créer un cadre qui pourra par la suite être applicable à tout ce qui existe comme planète qui sont présentement dans l'expansion explosive de l'univers au fin fond de celui-ci. Et c'est un gros handicap lorsque les extraterrestres, lorsque certaines formes d'énergie extraterrestre viennent sur le plan planétaire pour justement aider l'humain à s'en sortir, pour empêcher celui-ci de trop évoluer. On pourrait parler enfin, je ne veux pas en parler, c'est à vous de diagnostiquer ces mécanismes. Justement parce que ces extraterrestres ont une seule fonction, c'est d'empêcher l'être humain d'arriver à une solution parce que cette solution devrait être appliquée là où il vit. Alors, ces extraterrestres qui ont présentement une puissance matérielle, traverser les murs, disparaître, être captés par les radars et être décaptables, de travailler dans des plans vitaux, ne l'auront plus tout le temps. Parce que lorsque l'être humain aura trouvé, eux devront passer par ce mécanisme, par ce manège. Et là, les Élohim, ce sera les êtres humains. D'ailleurs, ça rime bien plus. Donc, mourir à l'univers, est-ce que ça veut dire mourir à l'illusion de la forme? Ça ne veut pas dire mourir. Parce que mourir fait partie d'ailleurs de la forme. Bon. C'est trop...
Mourir est un terme un peu comme détruire. Bon, là, est-ce mais, qu'il s'agit non pas de détruire, mais de transmuter la forme ou d'en extraire l'énergie? ou d'une façon hypocrite ou diplomatique, effectivement, transmutons la forme, c'est-à-dire détruisons-la. Parce que c'est ça, j'ai des émotions, une colère, je la transmute. Et où ta colère? Ben, il n'y en a plus, ben, tu l'as détruite. Je peux siphonner l'essence de ton auto sans avoir à la détruire. Autrement dit, je peux utiliser l'énergie sans avoir à détruire la forme. Oui, mais si tu brûles mon essence pour la transformer en énergie cinétique, tu l'auras détruite. Dans le langage visuel immédiat, tu l'auras quand même détruite. Sauf que cette destruction, ce n'est pas de ce genre de destruction que moi je parle au niveau cosmique, parce que là, tu n'auras transformé les molécules, tu auras transformé leur agencement, tu auras brisé certains liens moléculaires pour créer d'autres choses, alors l'énergie cinétique et évidemment de la boucane, de l'exhaust d'auto, plus du bruit et un peu de lumière, mais la lumière c'est le feu dans ton moteur. Alors ce qui fait que cette destruction, ce n'est pas ça. Le rôle de l'homme, ce n'est pas de transformer la matière de façon à la rendre impalpable ou de façon à la rendre méconnaissable. Ce n'est pas ce genre de destruction. Est-ce qu'il s'agit de l'agencer à ses besoins? Non, le rôle cosmique de la présence de l'homme sur la Terre est de connaître suffisamment ce qui existe dans un continuum spatio-temporel terrestre, c'est-à-dire dans un endroit de cet univers créé qui d'ailleurs n'aurait pas dû être créé. Donc, dans cet univers créé, l'endroit où le temps et l'espace se rejoignent le plus, là où c'est le plus densifié, là où les énergies qui partent du centre de cette création, les astrophysiciens parlent d'explosion de l'univers. Alors de ce centre d'explosion, ces énergies sont d'une vibration connue ésotériquement sous le terme de vibration divine. Plus elles s'éloignent, donc plus elles se densifient dans le temps et dans l'espace, plus elles deviennent matière. Elles passent par le plan appelé bouddhique, elles passent par le plan appelé supramental, elles passent par le plan mental, par le plan astral, par le plan vital, par le plan matière. Ce plan matière n'existe qu'au fin fond de l'univers, dans ce qui est de plus périphérique à l'univers. Et cet univers s'étend. Lorsque l'homme, et d'ailleurs c'est commencé, d'ici très peu l'univers va cesser son expansion pour commencer son retour vers lui-même. C'est annoncé par nos astrophysiciens qui comprennent rien, mais qui prévoient des choses à un moment donné. Et ce retour de l'univers qui fait peur aux astrophysiciens, parce qu'à un moment donné, ils se disent, oui, mais ce qui va arriver, c'est que toute cette matière, ces astres solaires, ces planètes et tout cela, va finir par redevenir une sphère dense qui a été à l'origine de cette explosion de l'univers. Alors, présentement, les galaxies s'éloignent l'une de l'autre, mais de plus en plus, leur mouvement est ralenti. C'est normal parce qu'elles s'en vont au fin fond de cet univers créé qui se trouve à être limité. Parce que notre univers existentiel n'est pas illimité. Et les astrophysiciens prétendent le contraire. Plus les galaxies sont éloignées, plus elles ont de l'expansion rapide. Oui, le contraire. C'est ce qu'ils prétendent. Mais ça, c'est le phénomène de Florent parler Einstein, de toute façon, lorsque lui disait que par une courbe, tu arrivais plus rapidement à deux endroits, à un autre endroit qu'en passant par une ligne droite. C'est justement pour la simple raison que lorsque tu vas en ligne droite, tu cours après cette expansion massive. Mais là, on s'éloigne, et cette galaxie qui tend à s'éloigner, en réalité, se rapproche. Alors, si toi, dans le monde visuel de l'être humain, tu t'en vas en ligne droite vers cette galaxie, tu devras aller à la poursuite de cette galaxie. Par contre, si tu passes, ce que lui appelait l'hyperespace, un endroit moins illusoire, si tu passes par une courbe, c'est-à-dire que si tu vas à la rencontre de cette galaxie, parce qu'elle se rapproche, tu vas beaucoup plus rapidement. Mais là, encore là, c'est déjà relativement compliqué comme que c'est là. Bon, ça expliquerait peut-être, disons, le mécanisme même de la relativité astrale d'Einstein. Le rôle de l'homme, donc, il est là pour pouvoir connaître, pouvoir expérimenter le fin fond du temps et de l'espace. Là où le temps brise l'espace. Là où la forme est altérée par le temps. Là où il y a de la rouille. Là où il y a ce que l'homme appelle le vieillissement. Expérimentant cela, l'être humain arrive à parfaire des corps physiques. Donc, l'être humain arrive à ce qu'il lui appelle évoluer. Donc, il raffine un corps de matière pour lui permettre de recevoir de plus en plus les énergies extensives du centre de cet univers, ce que lui appelle les énergies divines, de façon à ce qu'elles restent divines chez lui. Tandis qu'antiquement, l'énergie divine devenait humaine. Elle devenait animale si l'être humain était suffisamment assujetti à son plan planétaire. Aujourd'hui, l'être humain, lorsqu'il a cette énergie, il est capable de la laisser dans un certain niveau vibratoire. Donc, l'homme, mais
lorsque l'homme a ce niveau vibratoire, lorsque l'homme est capable de capter l'énergie et de la laisser dans un niveau vibratoire, l'homme doit se construire palier par palier. Donc, cela prend des générations, ce qui doit automatiquement obliger la race à procréer, donc à se transmettre dans le temps, parce qu'elle est maintenant régie par le temps. L'être sur la Terre est un être mortel, tandis que l'être sans la Terre est un être immortel, un être qui ne vit pas dans le temps. Cet être humain, sur le plan planétaire, ne peut pas se rappeler de ce qu'il est. Il ne peut pas se rappeler de ce qu'il était, pour parler en être humain, pour la simple raison que, le sachant, il ferait tout pour retourner d'où il vient. Et ça, c'est le mécanisme même des énergies lucifériennes. Ceux qui ont lu un livre qui s'appelle la Bible, vous pouvez regarder dans le début, on parle justement d'un être de lumière, un ange déchu, un être Lucifer, qui, lui, justement, voulait faire mieux que Dieu, voulait faire bien. C'est-à-dire qu'en réalité, ce bonhomme-là, c'est pas un bonhomme, c'est une personnalisation, une personnification énergétique d'une énergie supramentale à cette époque, c'est que cet être, cette énergie, ce Lucifer, voulait à tout prix retourner vers la source première, donc vers Dieu, ne voulait pas assumer son rôle terrestre, son rôle planétaire, mais évidemment, il est resté pris au niveau planétaire, pour la simple raison que, ne voulant pas l'assumer, il a automatiquement énergisé suffisamment d'ego chez lui, que cela l'a carrément attaché à la planète Terre, parce qu'il devenait trop pesant, c'est-à-dire qu'il devenait trop dense dans le temps et dans l'espace, pour pouvoir revibrer au niveau de Dieu, à sa droite ou à sa gauche, en face ou en arrière, là, à côté de Dieu. Bon. Alors, ces êtres lucifériens, d'ailleurs, qui habitent à peu près chacun des êtres humains de la planète Terre, sont les seules parties chez l'être humain qui veulent évoluer dans le temps. Ces êtres-là, chaque fois qu'un être humain veut évoluer, là, ben c'est ça. Alors, ces êtres lucifériens qui habitent chacun des personnes sur la Terre, comme tu dis, c'est de la lumière personnalisée. Exactement. Elle a été personnalisée. C'est un Dieu séparé de Dieu qui s'identifie à lui. Alors il ne peut plus être le reste. Et ça, chacun des êtres humains a ça chez lui. Et c'est ce qui fait que l'être humain veut gagner le paradis, veut retrouver Dieu, veut ne pas accomplir ce qu'il a à accomplir sur le plan terrestre. Alors, pour l'obliger à accomplir ce qu'il a à accomplir sur le plan terrestre, il y a le mensonge cosmique, duquel ne peut même pas s'échapper Lucifer, duquel ne peut même pas s'échapper tout ce qui a été exprimé par l'homme et ce qui a créé Satan, duquel ne peut même pas s'échapper l'homme et la femme. Alors même celui-ci a une raison fondamentale de vouloir évoluer, de regarder le ciel, c'est-à-dire de regarder à l'extérieur du nombril terrestre, parce que le ciel en haut ou en bas, c'est qu'il regarde à l'extérieur, il prie, il veut gagner quelque chose d'autre, il veut être réconforté par une énergie supérieure, et ça, c'est la partie évolutive chez l'homme. Et c'est cette partie-là qui, de toute façon, à un moment donné, devra comprendre qu'elle n'a rien à évoluer. Il y a quelque chose d'autre chez l'homme qui fait le travail et qui n'est pas un ego évolutif qui souffre de ne pas évoluer, qui jouit d'évoluer, qui se prend au sérieux dans son évolution. Donc, ce mensonge cosmique, il est là pour empêcher les êtres humains de pouvoir regagner l'extérieur. Parce que la puissance chez l'être humain, elle est innée. Elle est là. Lorsqu'une personne arrive par la peur à courir plus que normalement il pourrait, lorsqu'une personne arrive à développer une force qu'on dit surhumaine, mais qui est humaine mais méconnue, lorsqu'une personne, dans de mauvaises situations, arrive à trouver des solutions tout à fait géniales, elle se surpasse, ce qu'elle va dire. Ce sont tous des mécanismes de cette puissance chez l'homme, mais qui ne sont pas normalement exprimés chez l'homme. Quand je parle de l'homme et de la femme, ça va de soi. Donc, qui ne sont pas exprimés chez l'être humain parce que l'être humain ignore cette puissance. C'est notre gros bonhomme qui coud. Il ne sait pas. Ne sachant pas, il n'essaie pas. Et lorsqu'il essaye, il va essayer avec les outils que le mensonge cosmique va lui donner. Et ces outils vont être la pensée. Alors donc, l'être humain pense, et pensant, il ne peut régir que la densification, que ce qui est régi par la matière. Mais pensant, il ne peut rien connaître de ce que lui appelle Dieu, il ne peut rien connaître de sa mission, disons, pour l'être ancien, ou de sa fonction pour l'être nouveau sur le plan terrestre, parce que pensant, il se sert de son passé pour essayer d'expliquer encore une fois son présent. Alors ça ne fonctionne pas. Et le mensonge cosmique, il est là pour que l'être humain daigne bien vouloir rester là. Le Nazaréen, c'est un petit peu à la mode ces temps-ci de parler de lui. Lorsqu'il est venu, qu'il a dit « Je ne suis pas venu détruire la loi. Je suis venu l'accomplir. » Ben, c'est le même mécanisme.
Il est venu renforcer le mensonge cosmique. Il n'est pas venu l'éliminer. Son rôle primordial est un rôle individuel pour lui. On pourra à un moment donné parler peut-être un peu plus de ce rôle, mais disons que pour l'instant, il est venu pour lui. Et entre ça, comme mission écologique, il n'avait pas le choix, parce que vu qu'il traversait le monde planétaire humain, il créait automatiquement des perturbations chez l'être humain. Alors, il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour détruire la loi. Je suis venu pour la renforcer. Et entre toi et moi, ça l'a réussi. Mais je trouve qu'il y a d'infinies précautions pour nous maintenir dans ce mensonge. Il y a d'infinis artifices, c'est tout. Et j'arrive pas à saisir le but, l'objectif de tout cela. Si l'esprit était libre du temps, de l'espace, de la matière, pourquoi est-ce qu'il a été mis dans cette prison-là? Et pourquoi est-ce qu'il doit vivre comme un prisonnier dans cette cage-là, qu'elle soit dorée ou pas? Jusqu'à quand? Et pourquoi? Bon. Cet esprit n'est pas prisonnier. Dans la densification de cet esprit au niveau terrestre, il y a une obligation essentielle à ce que dans cet endroit, la planète Terre, la partie de l'esprit qui est exprimée là ne sache plus qu'elle est reliée au reste. Elle doit donc se créer une identification à elle-même de façon à pouvoir énergiser les rapports avec l'extérieur qu'à partir de ce point et non pas de l'ensemble de l'esprit. Ça, c'est la création de l'ego et c'est l'intelligence du corps astral, du corps égoïque, de la psychologie chez l'homme, chez l'être ancien. Bon. Cet ego ici, il est là pour l'esprit tend son doigt sur la terre pour expérimenter des choses de façon à connaître sans nécessairement avoir à y aller au complet, parce qu'elle ne pourrait pas, elle devra être densifiée. C'est exactement comme si tu avais un courant d'eau qui passe dans un boyau d'un pied de diamètre. Lorsque le boyau rétrécit à 1 pouce de diamètre, il n'y a pas tout l'eau contenue dans le boyau qui peut être contenue dans ce pouce. Il n'y a qu'un petit jet. Ici, à l'extrémité, on bouche, ou si à l'extrémité, on laisse sortir, il y a un peu d'eau qui va découvrir ce monde extérieur, mais ce ne sera pas tout, cette eau. Et la puissance ici n'est pas en comparaison. Il y a plus de rapidité, mais il y a moins de masse, donc moins d'impact à la sortie. D'accord? Alors, ce qui fait que, disons que c'est un peu le même phénomène. L'esprit qui est présentement, qui a constitué le corps de l'homme, qui a constitué tout ce monde expérientiel dans lequel il va évoluer, pour connaître, pour aller voir, pour aller rechercher, disons, les fibres de cet univers pour pouvoir les ramener. Cet esprit n'est pas obligé, d'ailleurs, il n'y a rien d'obligatoire, c'est des mécanismes d'action-réaction. Il n'est pas obligé de se densifier au complet, parce que se densifier au complet, il ne pourra plus être l'esprit. Il aura été transformé. S'il est transformé, c'est un peu comme de l'eau, ou c'est un peu comme, par exemple, du chocolat ou une chandelle. Prenons l'exemple du chocolat. Tu prends du feu, tu mets du chocolat dessus, et tu le fais fondre. Lorsqu'à un moment donné, tu prends ton bocal avec ce chocolat fondu, tu le places sur un bloc de glace, tout est chaud, sauf ce qui est sur la glace. Et si on attend, et si tout veut devenir dense, tout va être gelé. Ça ne sera plus le même chocolat bouillant qui pourra être transformé, mais ça ne sera plus de l'esprit. Cet esprit, donc, descend chez l'homme, crée l'homme, et pour que la relation entre le monde terrestre se fasse avec cette partie de l'esprit, et non pas avec l'ensemble, on va créer, et c'est le mensonge cosmique, une identification. On va créer ce que l'homme appelle une âme. Et cette âme va donc, elle, vivre le monde évolutif ici, tout en informant l'esprit, sans qu'elle sache que l'esprit est là. Elle prie l'esprit de venir le chercher, c'est la même. Donc l'homme prie Dieu, mais ce Dieu-là, c'est lui. Sauf qu'il ne peut pas le savoir pour l'instant, il peut l'envisager intellectuellement, mais ce n'est pas vibratoire, parce qu'il n'a pas de contact avec son esprit. Alors ce mensonge cosmique, il est là pour obliger, pour permettre cette expérience, non pas entre Dieu, disons, et la planète Terre, mais entre ce qui est terrestre, ce qui a été densifié par l'expérience et ce qui est densifié. Alors on n'est pas pris. On n'est pas mal pris. Sauf que l'ego d'identification ici se rappelle, parce qu'il a quand même un contact, mais inconscient avec cet esprit. Alors par rapport à ce que tu as et par rapport à ce que tu pourrais avoir, tu te dis esclave. Tu te dis pris. Et tu veux qu'on vienne te chercher.
Chaque fois que tu t'en sors, c'est le premier à demander de revenir. Parce que là, tu vois l'intelligence de cette action. Tu reviens, tu oublies. Tu vas dans un pays sous-développé et tu as quelque chose d'extraordinaire au niveau du plan humain à accomplir. Mais c'est un pays tellement barbare, tellement débile, tellement dégueulasse, tellement que pour pouvoir vivre convenablement, on t'hypnotise, on te fait oublier le monde que tu connais, on te fait connaître le monde où tu vas aller et on t'envoie là. Rendu là, tu vis bien, heureux, mais il y a un doute chez toi, il te semble qu'il y a un autre monde. Mais tu fais quand même ton travail jusqu'au jour où on va faire. Tu vas te réveiller et là, tu vas tout voir. Mais si tu vas avec ta connaissance dans ce monde-là, au bout de 6 mois, tu vas te droguer, tu vas faire n'importe quoi pour essayer d'oublier ce qui est là. Alors, pour éviter que tu aies à travailler pour oublier, pour rester, on te le fait oublier quand même. Tu te le fais oublier. C'est pas ça le mensonge cosmique. Je bois au mensonge cosmique. Ok, à ta santé. Merci Daniel.